Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'histoire ancienne des Amérindiens. Je précise tout de suite que l'histoire extrêmement riche des Andes et de la Mésoamérique a déjà fait l'objet de plusieurs vidéos, dont je vous remets d'ailleurs le lien dans la description. Donc ce qui va m'intéresser plutôt ici, c'est l'histoire du reste du continent. Le problème, c'est que comme il y a plus de 600 langues précolombiennes, je ne vais pas pouvoir tout traiter. Je vais donc me focaliser sur les peuples les plus dynamiques, ceux qui ont eu les migrations les plus spectaculaires. Pour ça, en l'absence d'archéologie et d'écriture, je vais me baser sur un outil extrêmement précieux, la linguistique. C'est parti. Dans la suite, je vais d'abord m'intéresser à l'Amérique du Sud avant de parler de l'Amérique du Nord. Commençons par le pôle des Andes pacifiques. On peut repérer trois grandes familles de langues qui s'identifient plus ou moins aux trois grands centres des civilisations anciennes. Il y a d'abord l'Aymara sur les plateaux andins, autour du lac Titicaca. L'empire de Tiwanaku a dû jouer un rôle essentiel pour amorcer sa diffusion sur un large espace entre le 8e et le 10e siècle. Il y a ensuite le Quechua, originaire de la côte pacifique. Le prestige du sanctuaire de Pachacamac a joué un grand rôle dans sa diffusion sur un vaste territoire, d'abord sous l'impulsion de l'empire Wari, puis à la fin du XVe siècle sous l'empire Inca, qui a contribué à uniformiser les langues quechua. Aujourd'hui, le quechua est la langue amérindienne la plus parlée au monde, avec 8 millions de locuteurs, et l'aymara la troisième plus parlée avec 2 millions. Le troisième pôle est celui des langues Chimú, sur la côte pacifique nord, dont le Mochica est la principale. Il était peut-être déjà parlé dans la culture Moche au IVe siècle, et à coup sûr dans la culture Chimú au XIVe siècle. Cependant, l'expansion de l'empire Inca, suivie de la conquête espagnole, ont fini par faire disparaître ce troisième pôle linguistique. On va maintenant sortir de ce cœur civilisationnel pour traiter des peuples de l'Amazonie. Deux groupes linguistiques se distinguent par des migrations remarquables. Celui des Arawaks au nord et des Tupis au sud. Leur point d'origine semble correspondre à deux confluents majeurs des rivières venues des Andes, et l'influence des civilisations andines a pu jouer un rôle dans cette expansion. On ne connaît pas la date de démarrage, mais cela remonte au moins au premier millénaire avant Jésus-Christ. Il s'agit de deux migrations spectaculaires par leur étendue. Cependant, les nouveaux arrivants ne remplacent les anciens peuples qu'en certains endroits, et il ne s'agit donc pas de territoires uniformes. Cette réussite est basée sur la culture du manioc et du maïs, combinée à la chasse, la pêche et la collecte. La migration des Arawaks se poursuit ensuite au-delà des mers, avec la conquête des Antilles et des Bahamas. Les Indiens que Christophe Colomb a abordés pour la première fois en posant le pied sur le Nouveau Monde étaient des Arawaks, appelés les Taínos. Ces peuples ont pratiquement disparu suite à la conquête espagnole. Parmi les vagues d'expansion des Tupis, la plus spectaculaire est sans doute celle des Guaranis. Ceux-ci viennent s'installer dans l'actuel Paraguay, peut-être au IXe siècle, avant de se répandre jusqu'à la côte brésilienne. Avec 5 millions de locuteurs, qui résident essentiellement au Paraguay, c'est le peuple amérindien le plus nombreux du continent après les Quechua. Il est possible que certaines migrations des Tupis aient été provoquées par l'expansion des Arawaks, elle-même favorisée par l'influence andine, qui est attestée par le développement de villes dans la forêt au pied des Andes. Il pourrait donc s'agir de vastes réactions en chaîne s'échelonnant sur 2 millénaires, qui impliqueraient l'expansion de deux autres groupes situés plus à l'est, les Jais au sud de l'Amazone et les Caribes au nord. La linguistique suggère en effet une ancienne proximité de ces deux groupes, tout en mettant en avant une influence des langues Tupis. Il faut toutefois noter que la diffusion des langues Jais semble nettement plus ancienne que celle des langues Caribes. Ces derniers étaient d'ailleurs en train de gagner les Petites Antilles au moment de l'arrivée de Christophe Colomb, ce qui a donné les noms de Caraïbes et de Cannibales. Notons que la Guyane française reste aujourd'hui un carrefour entre les Arawaks, les Caribes et les Tupis. Enfin, je terminerai ce tour d'horizon d'Amérique du Sud en citant le peuple Mapuche du Chili, qu'on appelle aussi les Araucanes. Ce peuple est surtout connu historiquement pour avoir réussi à stopper l'expansion de l'Empire Inca à la fin du XVe siècle, puis pour avoir résisté à la conquête espagnole.
La résistance mapuche ne sera finalement matée qu'après les indépendances de l'Argentine et du Chili, à la fin du XIXe siècle. Il en reste aujourd'hui environ 2 millions de locuteurs. Voilà pour l'Amérique du Sud. On va maintenant pouvoir passer en Amérique centrale et du Nord. Ça va nous amener sur le deuxième grand pôle précolombien, celui de Mésoamérique. Les langues mayas témoignent encore aujourd'hui de l'ancienne prospérité de cette civilisation entre 300 avant Jésus-Christ et 1200. Il en reste environ 2 millions de locuteurs, mais répartis entre plusieurs langues. Plus au nord, les peuples sédentaires des plateaux ont toujours été vulnérables face aux populations des steppes venues du nord, qui étaient beaucoup plus mobiles et qu'on appelait les Chichimeques. Ces envahisseurs ont donné naissance à des peuples bien connus comme les Toltecs, puis les Aztèques. Ces migrations répétées du nord au sud expliquent la taille considérable du groupe Uto-Aztèque, qui inclut des peuples très variés, depuis les Nahuas de Mésoamérique jusqu'aux Comanches des Grandes Plaines. Le maintien de connexion avec les terres originelles a sans doute contribué au développement des remarquables villages Anasazi dans l'Ouest américain au début du XIIIe siècle. Cette époque singulière marque à la fois le déclin de la civilisation maya, le remplacement des Toltecs par les Aztèques et le développement des villages Anasazi. Ces Amérindiens seront plus tard appelés les Pueblos du fait de cette architecture, mais ils ne constituent pas une unique famille linguistique. Aujourd'hui, c'est la langue des Aztèques, le nahuatl, qui reste de loin la plus parlée avec environ 2 millions de locuteurs. Il existe d'autres groupes linguistiques d'étendue plus limitée au Mexique. En particulier, le groupe Otomang inclut les Zapotèques et les Mixtèques, qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de la Mésoamérique. Voyons maintenant les autres peuples d'Amérique du Nord, dont le contact avec les Européens est globalement plus tardif. L'agriculture s'est diffusée dans la région dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, notamment la culture du maïs, des haricots et des courges. En revanche, le cheval n'existait pas en Amérique avant l'arrivée des Espagnols, et son utilisation ne s'est répandue qu'à partir du XVIIe siècle. C'est aussi à cette époque que les contacts avec les Français et les Britanniques introduisent les premières armes à feu, qui vont contribuer à modifier rapidement les équilibres en place. Je vais commencer par l'immense groupe des Algonquiens, qui inclut le peuple algonquin proprement dit, aux côtés de nombreux autres comme les Cris, les Micmacs et les Inuits. Le point d'origine de cet ensemble est encore très incertain, peut-être vers le lac supérieur, et leur expansion démarre sans doute peu avant notre ère pour des raisons largement inconnues. Ce sont les principaux peuples rencontrés par les Français et les Britanniques lors des premiers contacts. Par la suite, la pression des Européens entraîne plusieurs phénomènes de migration, dont la plus spectaculaire est celle des Cheyennes, qui sont progressivement rejetés jusque dans la région des Grandes Plaines, où ils changent complètement de mode de vie. Les Cheyennes sont connus pour la résistance qu'ils mènent face aux colons américains au XIXe siècle, incarnée par la bataille de Little Bighorn, où ils jouent un rôle essentiel aux côtés des Sioux. Le groupe des Sioux est originaire de la région du Mississippi. Ils sont rejetés vers l'ouest pour la même raison au XVIIIe et XIXe siècle. Cette migration s'accompagne de pratiques guerrières très efficaces qui les rendent dominants sur un espace immense, jusqu'aux sources du Missouri. Ils vont finalement s'imposer comme les principaux opposants aux colons américains lors de la conquête de l'Ouest et seront popularisés par le genre du western. Les Iroquoiens sont un autre groupe linguistique, surtout connu par la puissante confédération des Iroquois, qu'ils ont formée au sud du Saint-Laurent et qui était plutôt alliée aux Britanniques. Les Français, quant à eux, pouvaient compter sur le soutien des Hurons, aux côtés de nombreux peuples algonquiens. Bien avant l'époque coloniale, certains Iroquoiens ont migré en direction du sud des Appalaches, peut-être en réaction à la pression algonquienne. Ils y forment plusieurs peuples, dont les plus connus sont les Cherokees. Ils y côtoient d'autres groupes linguistiques d'étendue plus limitée. Parmi ces peuples moins mobiles figurent notamment les Creeks, qui sont les plus connus. J'ai gardé 2 derniers groupes pour la fin parce qu'ils sont arrivés plus tardivement que les autres sur le continent américain. Il s'agit d'abord du groupe Athabascan, qu'on appelle aussi les Dénés. Leur migration depuis la Sibérie remonte peut-être à l'optimum climatique autour de 6000 avant Jésus-Christ, mais avec une grosse incertitude.
Ils restent longtemps cantonnés en Alaska avant d'amorcer une nouvelle expansion vers le sud autour de l'an 1000. La cause de cette expansion reste inconnue, mais on peut constater qu'elle correspond à l'optimum climatique médiéval. Puis une dernière phase de migration se produit vers le XVe siècle et mène certains groupes très loin vers le sud. Elle concerne notamment les Apaches et les Navajos, qui s'installent vers le Nouveau-Mexique aux dépens du groupe Uto-Aztèque. Du fait de leur position à l'ouest du continent, les Athabascans seront soumis tardivement par les Américains et les Britanniques, à partir des années 1860. Enfin, je terminerai par le groupe Esquimaux-Aléoutes, qui inclut essentiellement les Inuits, derniers venus sur le continent. Ces peuples ont toujours été fondamentalement tournés vers la mer, et ils se sont concentrés sur la colonisation des côtes et des îles. Leurs ancêtres ont traversé le détroit de Bering peut-être vers 3000 avant Jésus-Christ, avant de diverger entre la branche Aléoute d'une part, et celle des Yupik et des Inuits d'autre part. Les Inuits ont ensuite profité de l'optimum médiéval pour s'étendre sur toute la côte nord du Canada, avant d'atteindre le nord du Groenland vers 1200, puis le nord du Québec vers 1500. J'en ai déjà parlé plus en détail dans ma vidéo sur l'histoire du Groenland, dont je vous remets le lien dans la description. Voilà pour ce grand panorama des peuples amérindiens et de leurs migrations anciennes. J'espère que ça vous a plu. Comme promis, je vais vous remettre les liens vers les vidéos qui traitent des grandes civilisations précolombiennes, les Olmecs, les Mayas, les Aztèques, les Incas, etc. Et puis il me restera encore à traiter les guerres indiennes et la conquête de l'Ouest, ça sera l'objet d'une future vidéo. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.